J'espère que les gens qui passent leur vie à se prendre en photo sont en train de prendre acte de l'épisode actuel et de revoir un peu à la baisse l'idée qu'ils se font de leur propre personne. Parce qu'à la fin, au premier virus, il y a tout qui fout le camp. Plus de cocktails, plus de fêtes, plus de foutoirs. Tout le monde se tait, va faire les courses et prie pour sa grand-mère. Voilà ce qui reste. Voilà ce qui reste de ces personnes, des angoissés qui courent acheter du PQ pour être sûr d'avoir de quoi se laver les fesses dans les semaines à venir. Donc là, on n'est plus trop dans les trucages, les filtres, le glamour, etc. On retrouve des questions très pratiques et très simples, et ce que Bakhtin appelait le bas corporel. On se rend compte aussi qu'on peut vivre dans le calme et dans une certaine sobriété, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être constamment en train de bouger et d'aller mentir d'un lieu à l'autre. On se contente d'exister et quelque part peut-être d'exister plus sainement, en tant qu'individu autonome qui s'occupe de soi, de ses proches, de sa vie, d'une manière plus générale, voilà, qui fait des choses simples et utiles, et pas comme un hystérique, prêt à tout pour aller jouir du moindre leurre qu'on veut bien lui vendre. Donc c'est le moment de s'écouter, respirer, de réfléchir, et puis de réaliser qu'on faisait par automatisme un tas de choses dont on se passe en fait sans trop de problèmes. J'ai même l'impression qu'une certaine partie de la population est presque contente du confinement, alors mis à part évidemment les contraintes qui sont pénibles à tout le monde, mais c'est générateur d'une sorte d'apaisement. Peut-être que ça s'explique par le fait que cette crise égalise les situations individuelles et fait qu'on est moins tenté de juger son propre cas à l'aune de celui des autres. Rousseau disait que tout le malheur de l'homme vient de ce qu'il se compare. Justement, actuellement, la comparaison, elle n'est pas source de sentiments négatifs, parce qu'on est tous logés à la même enseigne, et là, il n'y a personne qui est en train de mener une vie tellement extraordinaire qu'elle puisse nous faire regarder la nôtre avec dépit. Donc d'une certaine manière, les perdants, pour ainsi dire, de la farce sociale sont un peu les gagnants du confinement. Alors il y a quelque chose qui me frappe, c'est que même dans ce moment où chacun est isolé ou avec ses proches, où chacun peut justement s'abstraire des rètes de la communauté et de ses injonctions, il y a comme une pulsion grégaire qui résiste, une angoisse de la solitude, d'assumer sa solitude, voire sa singularité. Alors en un temps record, on a créé des modes d'être, des modes de pensée, ratifiés par la majorité, comme manière normale d'agir en temps de confinement. C'est-à-dire que même en période de crise sanitaire mondiale, il y a une façon cool d'exister, pour ainsi dire. Alors c'est typiquement les challenges sur les réseaux sociaux, voilà, où il faut mettre une photo de soi, je sais pas trop quelle époque, les vidéos de chats qui sautent, les mises en scène autour de la situation actuelle avec un humour partagé. Et ce qui est fou, c'est justement le caractère global de ces pratiques, c'est-à-dire que jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique, on joue au même jeu. Alors ça trahit d'une part une mondialisation culturelle et d'autre part un désir, si ce n'est un besoin, de participer à des activités communes, de sentir qu'on appartient à une espèce de famille qui valide notre propre existence. Alors le risque peut-être quand même de cette tendance qui prévaut aussi en temps normal, c'est de tout résorber dans des filtres rassurants. C'est-à-dire que toute réalité, tout événement est accepté parce qu'on lui met des petits noms, parce qu'on en tire des hashtags et des challenges. C'est-à-dire que les réseaux sociaux fonctionnent comme un prisme déformant et édulcorant, et donc on est moins enclin à se poser des questions, à réfléchir aux causes ou aux conséquences de tel ou tel événement, parce que ces médias nous offrent d'office une certaine manière de le vivre qui est habituellement ludique et confortable. Alors dans la droite ligne de ça, on peut penser aux applaudissements qui sont très vite devenus rituels et qui à mon avis ont davantage trait à un comportement communautaire qu'à l'expression d'une reconnaissance. Alors je dis pas que les gens qui applaudissent sont pas sincèrement reconnaissants, mais je pense que ce sentiment-là, on n'a pas besoin de l'extérioriser et de le mettre en scène. C'est-à-dire que les applaudissements ont quelque chose de trop spectaculaire au sens propre par rapport à la situation. Ils sont devenus à eux-mêmes leur propre fin. On applaudit, pour se retrouver entre voisins sur les balcons et pour libérer un peu d'énergie. Comme on atteste aussi les cris que dont certains accompagnent les applaudissements, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a marqué un but, quoi. Et c'est aussi en train de devenir un prétexte
pour mettre de la musique et faire la bringue. Alors tout ça en soi, c'est très bien. Mais de mélanger ça à un moment qui est censé être un moment d'hommage, je trouve ça un peu grotesque au regard de ce que vit précisément le corps médical actuellement et plus généralement tous ceux qui sont en première ligne, comme on dit. Enfin, ce fameux funeste coronavirus, il met bien en lumière l'importance de certaines personnes, de certains corps de métier dont on prend maintenant la pleine mesure. Alors je vais pas me risquer à faire une liste parce qu'elle aurait nécessairement le défaut d'être incomplète, mais je pense que chacune et chacun d'entre nous ressent bien la valeur de quantité de gens que le cours habituel des choses tend à occulter quand le nécessaire est acquis et qu'on est absorbé par les foutaises et l'ergotage. Puissions-nous sortir de cette histoire un peu moins con qu'on y est entré.